Alléluia. Rempli de Saint-Esprit et de... De joie. Je vois la joie sur vos visages. Alléluia. C'est les chrétiens attirants, hein, quand on est rempli de joie comme ça. On est attirant, hein, les gens, ils nous voient remplis de joie. Ils se disent, waouh, ils ont quelque chose que je n'ai pas. Voilà, alors on m'a demandé de témoigner. Et je ne suis pas venu spécialement pour vous. Je regrette. J'étais déjà là ce week-end. J'avais un week-end spécial homme. J'aime parler aux hommes, on peut les secouer, quoi. Ça va, on peut leur parler cash. Non, c'est bien, c'était un séminaire pour hommes, c'était un bon temps. Dieu a vraiment béni. Et c'est vraiment un miracle que je puisse parler aux hommes avec mon passé et que je vais vous partager. Mais Dieu fait des grandes choses. Dieu prend du fumier et il en fait de l'engrais. Merci, c'est gentil de dire amen. Ouais, merci. Alléluia. Dieu a de l'humour, hein. Hein, quand même. Eh ben voilà, Dieu a de l'humour. La preuve, il m'a créé. Hein, voilà, alors je suis né en 1900, je ne vais pas vous dire parce que sinon vous allez savoir mon âge. Non, je peux vous le dire. En 1962, je fais beaucoup plus jeune, merci beaucoup, c'est gentil, c'est très bien, merci. Je suis né d'une famille normale, mon père travaillait, il avait une entreprise d'électricité, ma mère elle travaillait à la blanchisserie militaire. Et je faisais des études, mais j'aimais pas l'école. Être assis, vous savez, j'aime pas être assis, quoi. Je suis pas né pour être assis, pour chauffer les chaises. C'est quelque chose que j'aime pas, quoi. Faut que ça bouge. Être assis. Bon, c'était bien. J'ai des notes, c'était pas trop mal. Ça allait. Un jour, j'avais une mauvaise note. Mon père et mon ami. Le trimestre d'après, j'étais deuxième de la classe. Ah, c'est pas la bonne méthode, hein, mais bon. Ça m'a vraiment aidé, puis après, arrivé à l'âge de 16 ans, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi? Faire des études, aller à l'école, ça ne m'intéresse pas. Et j'ai un copain, il faisait cuisinier. Il me dit, Thierry, je fais apprenti cuisinier, ça ne t'intéresse pas? Je dis, cuisinier? Ah, on mange bien, ça c'est bien. Déjà à l'époque, et j'étais dirigé par l'esprit, c'est très bien, j'aime bien manger. Bon, je vois, il y a un... Ok. J'aime bien manger. En plus, je peux travailler sur un bateau, je peux voyager ici et ça. C'est le top, quoi. Alors, je dis, ok, ben, je vais apprendre apprenti cuisinier. Je suis allé dans ce restaurant. Et on commençait le matin à 10h. On finissait à 14h. On reprenait à 18h jusqu'à 22h environ. Hein, si les clients arrivent en retard. On restait plus longtemps. Mais à l'époque, j'étais en vélo. Et j'avais 10 km à faire en vélo pour aller de chez moi au restaurant et travailler. Et l'après-midi, je ne voulais pas rentrer. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé à fréquenter un café qui était pas loin de là où je travaillais. Et vous savez comment c'est? Les cafés dans le monde, ils sont remplis de chrétiens. Il y a toujours des chrétiens dans les cafés. Eh ben non. Il y avait des trafiquants, tout ce que vous voulez, il y avait tout ce que vous voulez. Il y avait des trafiquants de marijuana ou hashish. Et puis, j'ai commencé à goûter, j'ai commencé à fumer. Après, je me suis dit, purée, mais les gens ici font de l'argent avec ça. Et moi, ça me coûte de l'argent. Je vais faire du business parce que je ne gagnais pas beaucoup comme apprenti. Je vais faire des affaires avec ça. Donc, j'ai commencé à acheter petites quantités, à revendre et ainsi de suite. Et arrivé à 18 ans, à l'époque, il y avait le service militaire obligatoire. Ah, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire? Service militaire. 1 an en France, ici et ça. Et rappelez-vous, j'aime bien voyager. Et il y avait la possibilité à l'époque de faire 18 mois et de choisir outre-mer. Alors il y avait Djibouti, Tahiti, Martinique, Guadeloupe, Réunion, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis il fallait en cocher 3. Et puis je suis parti à Tahiti. C'était le top. Ah, j'arrive à la base, tout ça. Ils m'ont fait des 400 coups déjà à peine je suis arrivé. Il y avait une sacrée équipe de bras cassés là-bas. Oh purée. Bon, je ne vais pas tout vous raconter parce que c'est pas glorieux. Mais ce qui se passe... voilà, j'étais un jour de garde, un jour d'alerte. Alerte, il faut être sur la base, un jour de garde et un jour de repos. Et alors, bon, vous savez comment c'est, on est militaire, discothèque, les filles et tout. Et là, j'ai rencontré pareil un homme qui avait une plantation de cannabis. Et j'ai commencé à acheter, j'ai commencé à être le dealer de la base. J'ai commencé à vendre sur la base. Et puis à l'époque, on avait
il y avait les essais nucléaires à Mururoa, je ne sais pas si ça vous parle. C'est une île qui est près de Tahiti, où ils faisaient des essais nucléaires. Et comme j'étais sur la base militaire, j'étais dans les commandos de l'armée de l'air, il fallait protéger la base. Mais les légionnaires, ils venaient, ils déposaient des voitures de location, ils prenaient l'avion de Tahiti, Faha, où on était, et ils allaient à Mururoa, et ils restaient 3 semaines, je crois, et après ils avaient une semaine de perme à chaque fois. Et à chaque fois, ils laissaient la voiture, et ils mettaient la clé sous le tapis de la voiture. Et les autres légionnaires qui venaient, ils prenaient. Et nous, on savait ça. Donc on roulait pas cher et cachère. Voilà. Donc on prenait la voiture et on roulait avec. Et je roulais avec la voiture et j'avais fumé, j'avais bu et tout ça. On l'utilisait toujours. Mais ce soir-là, j'avais fumé de la marijuana, j'avais pas mal bu. Et je me prenais pour, je sais pas quoi, un Fangio, roule super bien. Et qu'est-ce qui se passe dans un virage? Bam! Dans un poteau. Et là, j'ai juste pu mettre la main devant. Bon, j'ai des cicatrices là on voit encore un peu. Là aussi, je suis ouvert un peu sur la main. J'ai juste pu mettre la main, bam, dans le pare-brise. Je suis retourné en arrière. Et là, des personnes sont venues. Ah, ça va et tout. J'ai fait, ouais, ça va. Mais comme la voiture, c'était pas la mienne, quoi. J'étais pas trop à l'aise. J'ai dit, ah, ouais, ça va, mais ah, ma veste, j'ai un petit gilet. Je dis, ah, tenez juste mon gilet, ils me tiennent comme ça. Le gars, il avait juste le gilet dans la main. Je suis parti en courant. Et après, j'ai plongé dans la mer, je suis parti. Je ne sais pas combien de kilomètres j'ai fait à la nage et en marchant. Et je suis arrivé à la base militaire. Et à l'époque, on était à 2 par chambre. Et je rentre dans la chambre, j'étais plein de sang et tout. Et la personne qui était avec moi dans la chambre m'a dit, ah Thierry, ça va? Je dis, oh, ça va pas trop, donne-moi une cigarette. Et je me réveille, j'étais à l'hôpital. Alors, je ne me rappelle plus ce qui s'est passé, j'étais à l'hôpital. Puis à l'hôpital, le jour d'après, il y a la police qui vient, elle me dit, ah mais qu'est-ce qui s'est passé? Je dis, bah écoutez, il y a des Tahitiens qui sont venus, ils m'ont tapé avec des bouteilles, ils ont cassé des bouteilles, ils m'ont tapé avec des bouteilles, c'est pour ça que je suis ouvert, ici et ça. Ah bon, d'accord, ok, bon, ils partent. Quelques jours après, ils me relâchent. J'arrive à la base militaire, et là, bam, la police qui vient, allez, suivez-nous au commissariat. Je dis, ah bon, qu'est-ce qui se passe? Oh, on a juste quelques petites questions concernant votre attaque, votre agression ici et ça. Je dis, ah oui, ok. Bon, je pars avec eux, je suis assis dans le bureau et tout. Là, il vient, il m'appuie sur la main, là où j'ai mal, où j'ai le truc, il appuie. Tu vas parler maintenant. Je n'ai rien à voir, moi. Qu'est-ce que vous me voulez? Bon, et il dit à l'autre policier, vas-y, fais-le rentrer. Et ils font rentrer un homme, et c'est l'homme qui me tenait là. Ah, ils disent, c'est lui? Ils disent, il a dit, oui, c'est lui. Je dis, bon, ben, c'est moi, voilà, c'est moi. Première condamnation, 3 mois avec sursis, et 1 mois. 3 mois avec sursis dans le civil, hein, et 1 mois de prison à l'armée. Mais, à l'armée, j'avais réussi à piquer la clé et à faire un double de la clé. Je donnais la clé à un copain, il a fait un double, et j'avais le double de la clé en prison. Donc je me rappelle, le soir, je sortais en boîte, la journée, j'étais en prison, le soir, je partais, j'allais en boîte. Et le soir, je me rappelle de ce soir-là, j'ouvre la porte de la prison et je sors. Et le capitaine de garde, il arrive juste à ce moment-là. Et il me regarde comme ça. Il me fait, mais comment vous êtes sorti? Je dis, bah avec la clé. Mais d'où vous avez la clé? Je dis, écoutez, ça c'est une longue histoire, je ne me rappelle plus, vous savez, avec mon choc et tout ça. Bon, allez, rentrez de nouveau, il fait, donnez-moi la clé, et il ferme, baf, il m'enferme. Après ça, première condamnation, comme dit, 3 mois avec sursis. Et puis après ça, je me rappelle, je fumais de l'herbe et tout ça, comme je dis, et je vendais la marijuana à la base. Et un jour, le colonel de la base, il m'appelle, Monsieur Kopp, dans mon bureau. Est-ce que vous faites du trafic de drogue? Je dis, non, j'ai rien à voir avec ça. Pourquoi vous me posez cette question? Je fume même pas, je suis un sportif. J'ai rien à voir avec tout ça. Il me dit, ah, mais... ah bon, vous êtes sûr? Je dis, ben oui, certain même. Il dit, bon, c'est bon, vous pouvez y aller. Alors là, j'ai eu peur. J'ai dit, bon, maintenant, j'arrête. Je ne vends plus à la base et tout ça, je fumais encore, mais je ne vends plus rien. Bon, je repars, j'arrive en France, et je retourne dans le café où j'avais commencé à dealer. Vous vous rappelez? Et là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai repris mon business. Et j'ai continué à dealer du hashish. Et après, c'était par plusieurs kilos. À chaque fois, j'avais un fournisseur. Je prenais à chaque fois 1 kilo, je donnais à quelqu'un qui vendait ou à d'autres personnes, et je distribuais comme ça la marchandise, et j'encaissais, quoi. Et puis un jour,
ils arrêtent, alors je vous explique, ils arrêtent une personne qui était fournie par quelqu'un que je fournissais. Et cette personne, elle s'est fait arrêter, elle a dit oui, c'est lui qui me fournit, mais son fournisseur à lui, c'est Thierry Kopp. Alors qu'est-ce qui se passe? Les policiers, ils sont pas bêtes. Ils vont arrêter la personne qui le fournit lui, et ils lui ont dit, voilà, on vient d'arrêter Thierry Kopp, il a tout avoué, c'est lui qui vous fournit. Ils sont pas bêtes, hein, dans la police. Et c'est lui qui vous fournit. Ah, il a dit oui. Moi, je savais qu'il avait été arrêté, j'avais jamais rien sur moi, je cachais toujours la marchandise. L'argent était caché et tout, je cachais tout. Et qu'est-ce qui se passe? La police, elle l'arrête et il dit, voilà, c'est bon, on a arrêté Thierry Kopp, il a parlé, c'est lui votre fournisseur. Et ils ont trouvé chez lui un emballage de 1 kg et il restait 2 plaquettes de 100 grammes. Donc ils lui ont dit, voilà, Thierry Kopp, vous allez livrer 1 kg, ici et ça et ça. Et il a dit, oui, c'est vrai et tout. Et moi, je savais qu'il était arrêté. J'avais jamais rien à la maison. Puis la police est venue, je dis, de toute façon, ils peuvent rien faire, j'ai rien, il n'y a pas de preuve, il n'y a rien. Ils m'arrêtent, m'interrogent et tout. Je dis, écoutez, moi, je suis innocent. À l'époque, c'était 4 jours, je crois, de garde à vue pour affaire du stupéfiant. Puis ils me font passer devant le juge et le juge dit voilà, incarcéré, bam, allez, j'arrive en prison. Je me rappelle, je cherchais les poignets, il n'y a pas de poignets aux portes en prison. Je cherchais les poignets, rien, c'était vraiment particulier. On était à 30 dans une cellule, c'était assez délicat. Hein. Il y avait 2 pièces, une pièce, on était à 30 dans la journée, on travaillait aussi ou ça, on jouait aux cartes ou n'importe. Et après, il y avait un dortoir, on était aussi à 30 avec 2 toilettes, enfin c'était vraiment... Presque tous les soirs, il y avait des bagarres, il y avait du sang, enfin tout ce que vous voulez. C'était une période relativement difficile. Et après 6 mois, je passais devant le tribunal. Et mon ami, il a dit non, Thierry Kopp, il n'a rien à voir, si et ça et ça. Mais quand même, il me condamnait 15 mois ferme et 15 mois avec sursis. 15 mois ferme, ça fait que j'ai fait 1 an de prison, ma deuxième condamnation, et 15 mois avec sursis. Est-ce que ça m'a calmé? Non, ça ne m'a pas calmé. Je suis sorti de prison. Et je crois à l'époque, ouais, j'avais presque plus d'argent, rien. J'avais encore un peu d'argent, parce qu'en prison aussi ça coûte, et ainsi de suite. Et j'avais acheté, et vous savez, l'argent qui est gagné facilement, il est dépensé facilement. Donc j'ai acheté un pied de biche, vous savez, pied de biche. Et je suis allé casser un appartement, tac, j'ai ouvert la porte, tout ça, je suis rentré. J'ai pris le magnétophone, j'ai pris l'argent ou l'or, ou je ne sais plus ce qu'il y avait. J'ai pris ce qu'il y avait, et j'ai commencé à vendre pour pouvoir racheter de nouveau de la drogue et recommencer mon trafic. Et là, voilà, je continuais, trafic, ici et ça, après. On faisait aussi les eurochèques, je ne sais pas si vous connaissez. Hein. Les eurochèques, à l'époque, c'est des chèques qui sont valables jusqu'à 400 Deutschmark et 300 francs suisses, je me rappelle. Là, là j'avais commencé mon ministère international à l'époque. Donc, je vous explique, les gens piquaient les chèques dans des voitures, dans des appartements. Ils nous les donnaient, on les achetait 100 marques, ou je ne sais plus combien, ouais, maintenant c'est des euros, à l'époque c'est des marques. On achetait ça 100 marques, je crois que c'était 400 ou 500 francs, je ne sais plus, ou 100 francs, je ne sais plus. Enfin, je ne sais plus exactement. On les achetait, puis après, on avait quelqu'un, j'étais avec un ami, et on avait quelqu'un qui était handicapé, et on l'emmenait partout, en Suisse, en Allemagne, en Belgique, on était au Luxembourg, au Liechtenstein, et on allait dans les banques et dans les postes, donner les chèques qui étaient volés, et on recevait l'argent en liquide. On gagnait bien. Et puis j'étais dans un... Et voilà, je faisais ça, trafic d'armes, enfin un peu tout ce qu'il y avait. Cocaïne, hashish, enfin... Partout il y avait de l'argent à faire, j'étais dans les mauvais coups, quoi. Et puis après ça, laissez-moi bien réfléchir, parce qu'il ne faut pas que je mélange. Je mélange exactement comment ça s'est, que je dise exactement comment ça s'est passé. Voilà. Quelques temps plus tard, je suis dans ce café toujours. Elle avait une serveuse, une jolie serveuse, ça. Puis bon, je la drague et tout. Et puis comme on ne peut pas résister à un beau gosse comme ça, elle a dit oui. Et après, elle m'a dit, est-ce que je veux me prostituer pour toi? Est-ce que tu es d'accord? Je dis ouais, ok, il n'y a pas de problème. Moi, je ne sais pas comment ça marche, ce truc. J'ai jamais fait. Ah, j'ai dans une rue à Strasbourg, je dis voilà, tu te mets là et puis prostitue, quoi. Et elle a fait ça. Quelques temps plus tard, je dis ah, mais Strasbourg, ça va pas. Je suis connu à Strasbourg, si les gens me connaissent. Et... On part à Mulhouse. Alors, on arrive à Mulhouse. Je la mets sur le trottoir.
Et tout de suite des prostituées qui viennent, oui, qu'est-ce que vous faites ici, et ça. Et, enfin, elles sont venues vers elle, hein. Moi j'étais un peu plus loin. Alors je suis allé, je dis, qu'est-ce qui se passe? Oui, elle peut pas être ici, et ça. Je dis, ok, elle peut aller où? Alors ils m'ont montré une autre place. Et elle s'est mise là, elle a commencé à travailler, elle a commencé à tapiner, à se prostituer, quoi. Et puis je la déposais, je la cherchais le soir. Enfin, je la déposais vers 8 heures, je pense, et vers minuit, je la recherchais. Et là, j'avais un copain qui faisait justement les 0 chèques avec moi, qui faisait les 400 coups avec moi. Et il avait une copine, je dis, écoute, la fille là à qui je sors, elle se prostitue. Ta copine, ça l'intéresse pas et tout. Alors il dit, ben, je vais voir avec elle. Et puis en fin de compte, elle se prostitue aussi. Donc on était à 2. On a amené des filles à Mulhouse. On faisait le trottoir. Et nous, on allait boire un café, on allait manger, on se levait de temps à autre. Et puis voilà quoi. Et ça a duré 3 mois. Et puis un soir, il me dit, écoute Thierry, on va y aller, Je dis, écoute, moi je vais pas y aller là, je prends un jour où on fait rien. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le lendemain, sa copine, elle vient, elle m'appelle. Ah Thierry, ça va pas, ils l'ont arrêté, ici et ça. La police nous a arrêtés, bah. Je dis, ah ok, puis tu as parlé? Non, non, j'ai rien dit, mais j'avais pas confiance en cette fille. Ah, je dis, bah écoute, on vient de chercher. On est allé chercher. Et après, je la prends, je discute avec elle, je pose des questions. Écoute, tu as parlé, tu as dénoncé, tu as avoué quelque chose, tu as dit quelque chose. Elle dit, non, non, j'ai rien dit. Mais j'avais pas confiance en cette fille, je la sentais pas. Alors j'ai appelé un proxénète en Allemagne. Je lui ai dit, écoute, j'ai une fille à vendre, ça t'intéresse? Elle a dit, ok. Il dit, ok, je viens. Alors il regarde, je dis, tu donnes combien? Et ça faisait, à l'époque, c'était 20 000 marques. Si on change maintenant en euros, ça fait 10 000 euros. J'ai fait, ouais, ok. Mais je lui faisais croire que l'autre fille aussi, je voulais la vendre. Qu'ils étaient ensemble pour qu'elle elle enregistre pas. Et entre-temps, je l'avais mis dans un bar à Mulhouse, un bar à filles, quoi. Hein, où aussi, des fois, je crois, il couche aussi avec les clients, mais c'est plus caché. Okay, donc, elle était là, et puis elle travaillait là. Et après, on a convenu, écoute, avec le proxénète, j'ai convenu, bon, dans 3 jours, je viens. T'amènes la fille, je te donne l'argent et c'est réglé. J'ai fait ok, pas de souci. Et 2 jours avant, je voulais la chercher, la fille, enfin 1 jour avant, le rendez-vous en Allemagne, je voulais la chercher. Et puis je pars pour la chercher. Et qu'est-ce qui se passe? Près du bar, là où on a rendez-vous, je vois les flics. Enfin la police, pardon. Je vois la police qui était là. Vous savez, on s'habitue à force. Et je vois la police qui est là, je dis, purée, c'est pas possible. Je garde la voiture. Et je marche et je rentre dans un immeuble et je monte dans l'escalier et je reste là dans l'escalier. Je me dis, je vais attendre 1 heure et après je sors, quoi. Mais des gens n'arrêtaient pas de descendre et de monter. Je dis, je peux pas rester là. Et je sors et au moment où je sors, qui est là? Le policier en civil. S'il vous plaît, monsieur, vous pouvez montrer vos papiers? Je fais, ouais, c'est bon les gars, c'est moi. Thierry Cop, allez, tac, emmené. Alors il m'emmène. Et je me rappelle, menottes dans le dos, j'étais assis comme ça, et le gars c'était un costaud, le policier. Bon, tu vas te mettre à table? Je dis non, je suis au bureau. Et il me dit, de toute façon, je vais juste vous dire mon nom, mon adresse, et sans avocat, je parle pas. Ah, tu veux faire le malin. Et il vient comme ça, il me frappe avec ça, là, les trucs. Tac, tac, je tombe par terre avec les menottes, et puis bon, je l'insulte. Tous les noms d'oiseaux possibles, que dans un milieu chrétien, nous ne nous permettrons pas, bien entendu, de prononcer. Donc il me frappe, je tombe par terre, il me met des coups de pied et tout. Et je dis, c'est bien maintenant. Tu m'as bien frappé, regarde, j'ai des marques et tout. C'est bien maintenant. Maintenant, on va voir. Quand je vais aller chez le juge, je vais lui dire que tu m'as frappé. Et on verra. Tu vois, je vais être relâché direct. Il me dit, non, non. Je dis, comment ça, non? Mon collègue, il est témoin que quand on t'a arrêté, tu t'es défendu. Et qu'il fallait qu'on utilise la manière forte pour pouvoir t'arrêter. C'est des canailles, hein. Je dis, ok, pas de problème, on arrive devant le juge. Le juge, il m'interroge, tout ça. Je dis, écoutez, ils m'ont tapé. Enfin, déjà, quand j'étais en garde à vue, je voulais un médecin. J'ai appelé un médecin ici et ça pour prouver tout. Et après, il m'emmène devant le juge. Et le juge dit, bon, incarcéré. Je suis en prison. Je me dis, purée. Là, il y a un truc qui va pas. Faut que j'en ai marre, quoi. J'étais déjà une fois en prison.
Et je discute avec un gars, il me dit, Thierry, j'ai un moyen pour que tu en sortes. Je dis, vas-y, dis-moi. Je pensais d'évasion ou quelque chose. Il me dit, regarde, parce que là, c'est traite de blanche, hein. C'était pas rien. J'étais accusé de traite de blanche, il y avait un truc dans le journal, traite de blanche entre la France et l'Allemagne, des proxénètes et blablabla, et réseau et tout ce que vous voulez. On était à deux, quoi, réseau. Ouais, c'est la presse, quoi. Il faut que ça se vende, hein. Puis après, en prison, il y en a qui me dit, Thierry, j'ai un moyen pour que tu sortes. Je dis, vas-y. Il me dit, tu fais 12 lettres. Je dis, ok. Tu fais 12 lettres et tu commences une grève de la faim. C'est ce qu'on appelle un jeûne dans le milieu chrétien. Je dis, ok, 12 lettres. Une lettre au président, une lettre au ministre de la Justice, une lettre à Amnesty International, une lettre à la presse, enfin, je sais plus, 12 lettres à 12 trucs, quoi. Bon, j'ai écrit tout ça et je commence un jeûne. C'est mon premier jeûne. Et là, il venait, hein. Tous les jours, il venait, il prenait les urines pour savoir si vous jeûnez vraiment, et ci et ça, pour tester, quoi. Et au bout de 3 jours, j'entends clac, 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 cop, pactage. Je suis libre. Ah, j'étais libre. Je suis parti, je suis sorti. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Après, j'ai recherché la fille, elle travaillait pour moi, et elle me dit, oui, écoute, la police est venue, et comme convenu, ben, t'es un client, t'as rien à voir, et ci et ça. Je fais merci. Donc il y avait témoignage contre témoignage, parce que l'autre fille, elle avait témoigné que j'étais le proxénète de cette fille. Mais cette fille, elle a dit, c'est pas vrai, je ne lui ai jamais donné d'argent, c'était un client. Donc voilà, j'étais libre. Mais quelques temps plus tard, il fallait passer au tribunal. Et 6 mois après, je crois, j'ai commencé à travailler pour me couvrir, hein. Je commençais à travailler comme cuisinier, en Allemagne justement. Et je suis arrivé au tribunal, tout, je dis voilà, fiche de paie, je travaille et tout. Ils ont dit bon, c'est bon. Ils m'ont quand même condamné à 2 mois et demi, à 3 mois pardon, de prison, parce que j'avais fait 2 mois et demi, et pour pas qu'ils aient à me payer, voilà, j'étais relâché. Ok, ça m'a calmé? Non, ça m'a pas calmé. J'ai continué. Trafic de drogue, enfin, des armes, tout ce que vous voulez. Différents trafics, des faux billets aussi. Enfin, j'ai fait les 400 coups, quoi. J'ai brisé les 10 commandements et même un peu plus. Mais c'était pas... Voilà, alors on continuait, puis travaillait pour moi, une autre fille, j'ai amené à la frontière suisse. Après, je travaillais dans des casinos illégaux. Des casinos qui étaient illégaux. Et des proxénètes, les gars du milieu venaient jouer dans ces casinos. Des filles venaient, des prostituées venaient avec des quartiers que des clients avaient peut-être payés. Et on disait, ok, on t'achète la montre pour 200 ou 300 euros, comme ça tu peux jouer. On faisait une bonne affaire. Et puis elle était accro au jeu, quoi. De jouer, comme ça elle pouvait jouer. Et là, j'étais dans ce milieu-là, et j'ai fait les 400 coups. Et je faisais aussi des cambriolages en France avec un ami et son cousin. Et ce cousin s'est fait arrêter, et il m'a dénoncé. Et je savais dénoncer. Et là, j'ai su que j'étais condamné à 1 an de prison et que j'étais recherché par Interpol, parce qu'à partir de 1 an, Interpol peut vous rechercher. Et je vivais en Allemagne, tranquillement, ils ne pouvaient rien faire. Enfin, ils ne me cherchaient pas ni rien, tout était tranquille. J'étais tranquille. Juste un jour, je me rappelle, je voulais aller en France, et j'arrive à la douane, et la douane nous arrête, et ils disent voilà, vous avez vos papiers? Je dis oui, le papier, tac, je donne mon papier. Ils rentrent dans leur bureau, les douaniers, et d'un seul coup, je les vois sortir avec la main sur le revolver, dans le rétroviseur. Je dis oula, il y a quelque chose qui n'est pas normal. J'ai mis la première, et j'ai attendu. Et ils disent voilà, vous pouvez nous suivre s'il vous plaît? Je dis oui, pas de souci. Et j'accélère et je pars. Entre les voitures, tout ça, je me faufile, et je pars. Bon. J'ai réussi à me sauver, et j'ai à ma copine, je dis écoute, tu ramènes la voiture à la maison, et je verrai un moyen pour passer la frontière. Et là, je vais chez un pote, je dis écoute, tu as un endroit où tu peux m'héberger? Il dit ouais, j'ai un endroit là. Je dis écoute, tu as de la coke ou quelque chose? Il dit non, j'ai juste de l'héros. Moi, je ne prenais pas ça, donc moi je dis ok, je te prends 5 grammes. Ah, j'ai pris 5 grammes, je commençais à prendre de l'héros. Au bout de 2-3 jours, je commençais à vraiment être accro, quoi. J'ai jamais été accro, enfin dépendant, hein, comprenez? Dépendant à une drogue, j'étais jamais dépendant. Et là, je commençais à être dépendant, je dis ouh là, ça c'est fini, j'arrête. Et je dis à mon ami, écoute, faut que je reparte en Allemagne et on discute et tout ça. Je dis, purée, traverser le Rhin, la nage, comment je vais faire? J'essaie tous les moyens. Comment est-ce que je peux aller?
vais pas prendre le train, c'est pas possible. Elle me dit, écoute, j'ai une copine, elle est d'accord pour t'amener dans le coffre de la voiture. J'ai fait, ok, ça marche. Tac, je rentre dans le coffre de la voiture, passe la douane, elle toc, 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 ok, c'est bon, tu peux sortir? C'est bon, ok, paf, elle m'ouvre le coffre, je sors, voilà, j'étais nouveau en Allemagne. Ça m'a calmé, non, je continue mon trafic, je continue à faire les 400 coups. Et là, j'apprends qu'un gars, il me dit, écoute Thierry, je vais aller faire un casse. Est-ce que tu veux faire avec? C'est dans une salle de jeu, vous savez, on a mis à des salles de jeu avec des machines à sous. Hein. Et il me dit, écoute, il y a au moins 20 000 marques à faire, c'est très facile, j'ai une solution. On passe par truc d'aération, on soulève le truc d'aération et on peut rentrer là-dedans et on peut tout voler. Je dis, écoute, moi ça ne m'intéresse pas, ici et ça. Tu veux faire ça quand, à quelle heure, ici et ça? Et il me raconte, je vais faire ça, je sais pas, je donne une heure, un jeudi, 23 heures. Je dis, non, écoute, moi ça ne m'intéresse pas. Et je vois un ami à moi, je dis, écoute, j'ai un bon coup. Il y a un gars qui va faire un casse, on l'attend dehors, quand il sort, on le braque. Tranquille, il fait tout le travail, nous on récolte. Et puis il dit, ok, et je vais avec un ami, et puis le gars il sort, je fais, vas-y, donne l'argent, et c'est ça, il me donne l'argent. Le problème, c'est que quelques temps après, il s'est fait arrêter, lui. Ce gars qui a fait le casse. Et quelque part, je pressentais, et je vois la police arriver. Je dis, ah purée, qu'est-ce qu'ils me veulent? Et ils disent, voilà, on vient vous arrêter. Je dis, ah bon, pourquoi? Il me dit, ben, il y a une personne qui a porté plainte contre vous. C'est un voleur, et il a dit que vous l'avez volé. Je dis, ah bon? Il dit, oui, mais on ne le croit pas. Mais on a regardé votre dossier, vous êtes recherché par Interpol, on est obligé de vous arrêter. J'ai fait, ok. On joue, on perd. Hein. Puis il m'amène en prison en Allemagne. C'est moins bien qu'en France. Hein. En France, on mange mieux. Hein. Hein, si vous avez le choix, hein, allez en prison en France, c'est mieux. On mange mieux, il y a rentré, plat de résistance, et ci et ça. En Allemagne, c'est pas terrible, souci, c'est tout. Mais j'étais avec un gars de la Ndrangheta, de la mafia italienne. On est devenus potes. Et lui, il s'était fait arrêter pour trafic de cocaïne. Parce qu'en Allemagne, il s'est fait arrêter sur un parking. Parce qu'une personne, en Allemagne, ça s'appelle des Faumen, c'est des policiers qui se font passer pour des truands. En France, ils n'ont pas le droit de faire ça. Hein. En Allemagne, ils ont le droit. Donc, c'est un policier qui se fait passer par un truand. Qui se fait passer pour un truand et qui lui a acheté 500 grammes de cocaïne et s'est fait arrêter, paf, et était en prison avec moi. Et on était vraiment potes et on faisait des pâtes à l'italienne et tout. On cuisinait dans le truc parce que la nourriture n'était pas bonne. Donc, on faisait nous-mêmes la cuisine. Et comme c'est un Italien, on faisait la cuisine italienne. Et comme j'étais cuisinier de métier, c'était le top. On s'entendait bien et tout. Et là, pareil, j'ai fait 2 mois et demi jusqu'à l'extradition. Après, on m'a amené, enfin, dans un fourgonnette de police. Ils m'ont amené à la douane. Et à la douane, il y avait des formulaires à remplir. Et un des douaniers, rappelez-vous, quand j'étais parti, le douanier qui voulait me contrôler, vous vous rappelez de cette histoire, hein? Vous vous rappelez, ok. Un des douaniers, il dit, mais vous, je me rappelle de vous. Vous avez eu de la chance qu'il y avait tellement de voitures, sinon j'aurais ouvert le feu. Je fais, ok, ben, merci, voilà, il n'a pas ouvert le feu. Pareil, et là, il m'avait condamné à 1 an de prison, et les 15 mois de sursis, rappelez-vous que j'avais, ils sont tombés. Ça me fait 27 mois, c'est long 27 mois. Ah, j'ai dit non, là je fais appel. De toute façon, il n'y a pas de preuve, il y a juste une déposition de quelqu'un. Je fais appel, ça veut dire que je vais contre le jugement. Et je repasse devant le tribunal. Et la juge, elle me dit, monsieur Kopp, je dis oui madame, c'est pas une fleur que je vous fais, c'est un bouquet de fleurs que je vous fais, mais je veux plus jamais vous voir. J'ai fait, c'est promis madame. Je dis, je vous promets madame. Elle a cru, je ne sais pas. En tout cas, Dieu a entendu. Je rentre, je repars, tout ça, et je continue. Proxénétisme et ainsi de suite. Je continue mes 400 coups, je continue à vivre ma vie de voyou. Et je me dis, bon, je vais faire ça encore pendant 3, 4, 5 ans. Mais je vais partir au Maroc, je vais chercher des femmes au Maroc, et je vais faire travailler en Allemagne. Je cherche 4-5 femmes, 3 ans ça va être bon, j'aurai assez de sous. Je vais m'acheter un hôtel à la Côte d'Azur, et je vais vivre la belle vie, quoi.
j'aurai assez d'argent et ainsi de suite. Puis je suis parti au Maroc et entre-temps, j'avais commencé à travailler comme commercial dans une entreprise de financement, assurance, financement et tout ça. Et puis, dans ce travail, j'ai rencontré 2 chrétiens qui n'étaient pas vraiment chrétiens. Ils étaient chrétiens, ils fréquentaient l'église, mais vous savez comment c'est, c'est pas parce qu'on va au McDonald's qu'on est en hamburger. Ils n'avaient pas une vie tellement de sainteté. C'était des petits louches, quoi. Ils n'étaient pas top. C'est pas comme vous, naturellement. Vous êtes des bons chrétiens. Ils vivent dans la sainteté. Félicitations. Et puis ils avaient une vie un peu spéciale. Même le pasteur, à un moment, il dit, Thierry, comment tu t'es converti entre ces deux? J'ai fait, comme Jésus entre les 2 brigands. Et voilà. Et là, ils me parlent du Seigneur et tout. Et moi, je revenais du Maroc. Et là, ils m'ont présenté leurs femmes. Enfin, ils m'ont invité à manger, ci et ça. Je voyais leurs femmes et tout. Leurs femmes, c'est des saintes femmes. Les femmes, c'est des saintes... Ah oui, elle confirme. Les femmes, c'est des saintes femmes. Ok. Eux, ils étaient un peu space. Et puis là, qu'est-ce qui se passe? Je commence à faire connaissance et puis je rentre à la maison, je rentre de vacances. Il me dit, ah Thierry, si tu veux, viens passer chez nous à 16h, il y a des gâteaux ici et ça. Je dis, ok, je passe et je viens en short tranquillement, je suis en vacances, je revenais de vacances, tranquille. Et j'arrive chez eux, ils me disent, écoute Thierry, ce soir il y a une soirée de louange à l'église, tu viens avec? Je dis, bon, je sais pas ce que c'est la louange. Je dis, non, moi je peux pas aller à l'église comme ça, regarde, je suis en short, c'est pas possible. J'avais quelque part un respect de Dieu, parce que j'étais baptisé protestant, j'avais fait la confirmation protestante, j'avais suivi tous les rites et rituels, mais j'avais un ticket première classe pour aller en enfer. Aucune religion sauve, Jésus seul sauve. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, je ne peux pas y aller et tout. Il dit, mais Dieu, il s'en fiche, tu es en short ou pas, ça ne l'intéresse pas, Dieu, ça ne le dérange pas. Dieu regarde au cœur. Je dis, bon, ok, je vais aller avec. Ils étaient cool, les gens, c'était pas religieux, heureusement. Parce que là, vous savez, des fois, je vois les chrétiens, ils vivent tellement dans leur monde, ils vivent tellement dans leur bulle, qu'ils n'arrivent plus à parler aux inconvertis. Ils sont tellement étranges que les gens du monde, ils ne veulent pas devenir comme eux. Et ça, c'est terrible. Ils sont tellement déconnectés de la réalité. Ça va? Qu'ils n'arrivent plus à toucher les gens du monde. C'est terrible, quoi. Vous savez, les gens, ils sont là. Convertissez-vous, repentez-vous, bande de pécheurs. Et les gens du monde, ils disent, non, moi, j'ai assez de problèmes comme ça, j'ai pas envie. Ils n'ont pas envie, quoi. Ils ne voient pas la joie du Seigneur, ils ne voient pas la liberté qu'on a en Christ, et ainsi de suite. C'est terrible, quoi. Non, mais c'est les chrétiens qui persécutent les gens du monde. Ça a changé. C'est horrible. C'est horrible ce qui se passe. Et là, je dis, ok, je viens avec eux. Et on boit les gâteaux, tout ça, et je dis, ok, bon, je viens avec. Et vous savez comment c'est? On arrive dans une église, moi je ne sais même pas ce que c'était, la louange, soirée de louange. On arrive dans ce bâtiment qu'on appelle l'église. Et je me mets au fond, tout à fait au fond. Et les gens, ils commencent à chanter, à louer Dieu et tout ça. Et moi, j'étais un chaud lapin. Je regarde les filles. Waouh, elles sont pas mal, les filles, ici. C'est comme ça, Et je regardais les filles dans l'église, tranquillement. Et d'un seul coup, ils étaient en train de louer Dieu. Et d'un seul coup, j'arrive pas à expliquer. Il y avait 2 rangées. Et moi, j'étais là au coin. Et je regardais. Et d'un seul coup, devant moi, je vois j'arrive pas à l'expliquer, je sais pas ce que c'est. Un ange, je ne sais pas ce que c'est, mais je vois une boule transparente. Je vois une boule transparente et elle vient vers moi à toute vitesse. Et à ce moment-là, l'amour de Dieu me touche et je me mets à pleurer, à pleurer, à pleurer et à pleurer et à pleurer. Dieu m'avait touché. Ils m'ont dit, tu vas accepter Jésus-Christ comme sauveur? J'ai dit oui. J'ai accepté Jésus-Christ, ils m'ont fait faire la prière du salut, accepter Jésus-Christ comme sauveur et comme Seigneur. Et ils me disent, tu vas être baptisé du Saint-Esprit. Orubushuku, Kalabashika, Yamaha, Kawazuki, Suzuki. C'est quoi ce truc? Je dis, non, c'est bon, là, je ne connaissais pas. Vous êtes nouveau converti, j'étais prudent. Je dis, non, c'est bon. Bon, je rentre à la maison, j'étais tout content, plein de joie, tout ça. Quand on est chrétien, on est plein de joie. On est plein de joie. Les gens, on leur donne envie, quoi, ils voient comme on est, ça donne envie d'être chrétien, non? Ok. Et puis après, qu'est-ce qu'ils font? Je vais dans une cellule de prière,
Et le gars, il me dit, une semaine après, hein, il me dit, tu veux le baptême du Saint-Esprit? Je fais oui. Il vient, il fait, il souffle dessus, tu l'as reçu. Et tiens, je lui donne un livre, je me rappelle, c'était le petit livre de Reinhard Bonnke, c'était en Allemagne, parce que je me suis converti en Allemagne. Hein. C'était un petit livre de Reinhard Bonnke, comment recevoir le baptême du Saint-Esprit. Puis moi, je lis ça, je dis, waouh, ça c'est le top. Je me mets à genoux, je dis, Seigneur, je veux tout ce que tu as, je ne me lèverai pas avant que je reçois. Normalement, on reçoit tout de suite, par la foi, on reçoit tout de suite, mais moi, je ne savais pas. Je prie et je prie. Au bout de 2 heures, je commence, Orakala, Bashikala, Bababa. Il était minuit. Moi, je suis comme un gosse, encore maintenant. Je prends le téléphone. Oh, écoute ça, j'ai parlé en langue. Je rêvais. Oui, Thierry, c'est très bien que tu sois baptisé dans le Saint-Esprit. C'est très bien que tu parles en langue. Mais je crois qu'il faut dormir aussi. Oui, d'accord. Ok. J'étais tout content. J'étais en feu, quoi. Et après, je fréquentais l'église et tout. Et je bénis Dieu parce que il a tout de suite mis un père spirituel à mes côtés. Vraiment un homme de Dieu. Et un jour, il vient chez moi, il passe 2-3 jours chez moi à la maison. Et le matin, je me réveille, je vais dans le salon et je le vois dans un coin en train de prier, à genoux en train de prier. Je fais, ah, tu es en train de prier? Il me dit, oui. Et il se retourne et il me dit, tu sais Thierry, la chose la plus importante dans la vie, c'est que tu apprennes à entendre la voix de Dieu. Je dis, ok, renseigne-moi. Et il a commencé à m'enseigner à entendre la voix de Dieu. C'est une bénédiction. Et puis après, quelques temps plus tard, il vient, il prophétise sur moi. Il me dit, écoute Thierry, je te vois dans une école biblique. Je crois que Dieu t'appelle à faire une école biblique. Je dis, ok, pas de problème. Alors je cherche partout une école biblique. Enfin, je me rappelle à l'époque, j'habitais à la frontière française, en Allemagne. Et je me rappelle, je suis allé à Mulhouse, à l'église La Porte Ouverte à Mulhouse. Et là, je regarde, il y a un truc avec des livres, une librairie. Et à l'époque, il y avait des cassettes, vous savez? Ceux qui ont un certain âge, ils se rappellent avec les stylos. On remonte le truc. Hein. Donc j'achète une cassette. Et là, j'entends, c'est Pierre Truchel, le pasteur. Et il prêche sous notre école biblique, c'était à Grenoble. L'école biblique ici et ça. Je dis, waouh, il y a une école biblique en France, c'est là. Je vais voir comment faire pour y aller. Alors j'appelle et tout, je dis, voilà, je suis chrétien et je serais intéressé pour venir. Bon, écoutez, venez, présentez-vous. J'y vais. Et je me rappelle, je suis allé avec mon ami, justement, entre parenthèses, père spirituel. Et on arrive là-bas et je discute avec le directeur. Il me dit, écoutez, il faut être baptisé au moins depuis 2 ans pour qu'on puisse vous prendre dans l'école biblique. Vous, ça fait 6 mois que vous êtes converti, vous n'êtes pas encore baptisé, ça va être dur. Je dis, non, mais moi, Dieu m'a parlé. Hein. Je suis sûr que je dois venir. Hein. Ah non, mais vous savez, on verra, on va étudier. Je dis, ok, pas de souci. Je rentre chez moi, je vends ma voiture, l'appartement, terminé, tac. Le bail 2 mois ou 3 mois après, ou je ne sais plus combien de temps il y avait, tac, j'annule tout mon bail et tout. De toute façon, ils vont me prendre à l'école biblique. Et qu'est-ce qui se passe? Quelques temps plus tard, bon, c'est bon, vous êtes pris. J'arrive à l'école biblique. Oh là là. Je dis, non, mais c'est des malades ici. Je ne vais pas rester. C'était Pierre Truchel à l'époque. Il dit, voilà, soyez tous les bienvenus à l'école biblique. Je vous le dis, ici, c'est pas un bateau de plaisance, c'est un bateau de guerre. Je dis, ok, ça, ce bateau de guerre, ça me va, c'est pas mal. Après, il dit, ici, c'est la croix ou la valise. Je dis, ok, la croix ou la valise, ça me va. Et vous êtes tous esclaves de Jésus-Christ. Je fais, moi, je suis l'esclave de personne. Qu'est-ce qu'il me veut, lui? Le petit rebelle, encore. Hein. Je dis, moi, je suis esclave de personne. Qu'est-ce qu'il me veut? Je dis, non, mais je ne vais pas rester. Ils sont barjots ici. Ils ne sont pas normaux, les gens ici. Et Dieu a fait que je reste. Quelle formation! C'était la mort à soi. Mais je bénis Dieu parce que ça a vraiment mis des fondements dans ma vie qui des fois manquent dans les églises. Des fois ça manque, hein, cette consécration. C'était un apôtre, un vrai apôtre, parce qu'aujourd'hui il y a plus d'apôtres que de disciples, hein, parce que chacun veut un petit titre, et puis... ouais. Ça va? Et puis c'était un vrai apôtre. Il était responsable pour 600 églises en Afrique, il a fondé plusieurs églises Ici, il a fondé plusieurs églises en France. Et je me rappelle justement, il y avait des pasteurs d'Algérie qu'il avait appelés. Et il a envoyé un autre pasteur qui arrive en Algérie, notamment en Kabylie, et un réveil a éclaté. Parce que c'est la Casbah ici. Et un réveil a éclaté. Et puis après, bon, pour revenir à moi,
J'ai fait l'école biblique pendant 1 an. Je suis reparti en Allemagne, j'ai fréquenté une église. Et au bout de 2 ans, je crois, le Seigneur m'a dit, ouvre une église. Parce que je critiquais toujours les pasteurs. Je disais, purée, ils n'ont pas le feu, ces gens-là. Parce que moi, j'étais tout le temps dans la rue en train d'évangéliser. Tout ce qui bouge, les chiens, les chats, tout ce qui bougeait, j'évangélisais. Je persécutais les gens. Je tenais les gens, sérieux, mais je ne savais pas, il manquait de sagesse. Je tenais les gens dans la rue, mais il faut que vous convertissiez, vous savez, vous partez en enfer et Dieu ne veut pas que vous alliez en enfer. Dieu veut que vous soyez sauvés. Mais attendez, priez avec moi que vous puissiez être sauvés. Des gens, des fois, oui, là, chez moi, des fois, des gens, ils voulaient me faire plaisir, alors ils priaient, quoi. Ils disaient, enfin, un taré, enfin, je suis tranquille, quoi. J'étais un ouf. Et un jour, ça c'est un truc intéressant, j'ai lu un livre, et le gars, il dit, Seigneur, donne-moi chaque jour une âme. Je dis, waouh, j'ai fait cette prière, et je vous garantis, chaque jour, j'ai pu, par la grâce de Dieu, amener une personne au Seigneur. C'est possible. Vous savez, des fois, on dit que les gens du monde ne sont pas ouverts. Mais je crois que nous, on est tellement fermés dans nos bocaux, des fois, que les gens sont prêts. Mais c'est nous, avec notre mentalité, des fois, religieuse, avec notre côté tellement coincé, avec le côté toujours dans l'opposition au monde, au lieu d'être dans la solution, nous sommes bien souvent dans l'opposition. Et on empêche les gens, comme les pharisiens, de venir au Seigneur. Et c'est terrible. Il faut vraiment se repentir. Hein. Ça va ? Dieu est bon, hein? Ok. On est des fois tellement carrés et tellement en dehors on n'arrive même plus à comprendre les gens du monde. Jésus était un ami des publicains, des gens de mauvaise vie. Il faut revenir à notre modèle, Jésus. Jésus, il était là, hein? Il vivait normalement dans le monde, il n'était pas... C'était normal, quoi. C'était un gars normal. Des fois, je parlais avec des gens, ils disaient, mais qu'est-ce que vous faites? Je dis, je suis pasteur. Ah, vous êtes pasteur? Je dis, bah oui. Ah, j'ai jamais vu un pasteur comme vous. Je dis, merci beaucoup. Les gens, ils sont... Parce que je suis cool avec les gens. Les gens, je suis normal avec eux. Je suis normaux avec les gens. Ils n'ont pas besoin d'extraterrestres, quoi. C'est bon. Il faut être normaux. Il faut amener l'amour de Dieu. Il faut être simple. Il faut revenir à la simplicité à l'égard de Christ. Il ne faut pas parler, oui, le sang de l'agneau va vous laver. Genre, oh, c'est quoi ce truc? C'est vrai, on a un tel langage de Canaan, là. Je me rappelle un jour, j'évangélise. Ah, purée. Ah, je me rappelle, c'est à la Côte d'Azur. Ah, j'arrive. Et je donne des traités aux gens dans la rue. C'était pour former une église pour l'évangélisation. On va dans la rue et j'avais 2 personnes avec moi. Alors on donne des traités. Les personnes au début, plein de gens refusent. Hein? Tu vois que c'est difficile, hein? C'est la Côte d'Azur. Je je continue à évangéliser, tac, 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 tac. Et d'un seul coup, bam! Une femme, j'étais au Seigneur, j'ai quitté le Seigneur et tout. Elle se met à pleurer. Et à ce moment-là, je pense qu'il s'est passé quelque chose dans le monde spirituel. On peut commencer à évangéliser. Et là, je me rappelle, il y a une femme, promenade des Anglais. C'est chic quand même. Et là, je parle à une femme, elle me dit, ah oui, Jésus, Saint-Esprit la convainc, elle accepte Jésus. Oui, mais vous savez, j'ai fait du chamanisme, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ok, pas de problème, j'ai prié pour vous, la main sur la tête, allez, au nom de Jésus, ça sort. J'avais un sachet, la tête dans le sachet, allez hop, elle dégueulait dans le sachet, les démons dans le sachet, tout ça, allez, ça sort au nom de Jésus, ça sort. Et puis elle a vécu sa délivrance, et puis voilà. Promenade des Anglais. Les gens sont ouverts. Nous devons changer notre mentalité. Celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. On est appelé à conquérir. On n'est pas appelé à être enfermé. Vous savez, c'est comme ça me rappelle l'histoire de Pierre. Il toque à la porte. Oh, c'est un ange, ils sont tous enfermés dans l'église. Et, oh, ils ont peur ici et ça. Non, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elles. C'est à nous d'aller et c'est les portes de l'enfer qui ne prévaudront pas contre nous. Amen. Parce que celui qui est en moi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Et c'est Jésus qui fait la brèche devant nous. Et si on le suit, les âmes sont prêtes. Il faut qu'on change de mentalité. Vous savez, des fois, je parle avec des chrétiens. Ah, mais c'est si difficile en France. Je vais en Algérie, c'est si difficile en Algérie. Je vais en Belgique, oh, tu sais, les francs-maçons, les satanistes, c'est tellement difficile ici et ça. Non, mais c'est qui le chef, là? C'est Jésus ou c'est le diable? On donne trop d'importance au diable alors qu'il a été vaincu à la croix de Golgotha. Amen. Et Jésus nous a dit, allez, faites des disciples de toutes les nations. Et il est avec nous tous les jours. Et il est avec nous. On n'a pas à avoir peur, il faut y aller.
Je reviens après ça, j'ai ouvert une église. Dieu me dit d'ouvrir une église parce que je critiquais toujours les pasteurs. Je disais, ah, les pasteurs, ils ne bougent pas, j'avais le feu. Je disais, ils ne bougent pas, ils sont là, mes petites brebis. Oh, mes petites brebis, et ci et ça. Je dis, c'est bouge pas, c'est pas possible, ces pasteurs. Dieu me dit, ouvre une église. Je dis, ok, j'ai commencé à ouvrir une église. Et là, j'ai compris. Pasteur, c'est difficile. Les gens que tu aides le plus, ils vont se retourner contre toi. Il faut être patient. Il faut aimer les gens. Il faut les caresser. Il faut les tondre. Il faut les caresser. Il faut leur faire des bisous. Il faut ceci. Ah, c'est dur, pasteur. Après, plus tard, j'ai laissé l'église et Dieu m'a dit, pars en France et ouvre une école biblique dans l'église d'un ami. Je dis, ok. Avec mon ami, on a ouvert une école biblique. Et à l'époque, je travaillais encore et une prophétesse vient. Elle me dit, Thierry, le Seigneur t'appelle à plein temps. Je dis, quoi, plein temps? Je dis, non, moi je peux être en plein temps. Quand je vois des fois les ministères, ils ont une voiture, ils ferment la porte, l'autre porte elle s'ouvre, le coffre il s'ouvre en même temps. C'est des vieilles voitures, j'ai pas envie de ça, moi. Je gagnais bien ma vie, je gagnais bien ma vie, je dis, non, moi j'ai pas envie de ça. Et là, je dis, purée, et j'ai dit, non, je ne fais pas. Dieu ne m'a pas parlé, je ne vais pas le faire. Pendant 6 mois, j'ai rien vendu. Rien. Alors, je dis, bon Seigneur, je crois que ça vient de toi. Mais le jour où je suis obligé de mendier, ou de faire des appels d'argent, j'arrête le ministère. Ok, ça fait plus de 20 ans maintenant, 25 ans pratiquement. J'ai jamais mendié. Dieu pourvoit à mes besoins avec richesse et gloire. Quand Dieu appelle et qu'il te donne une vision, il te donne la provision. J'ai aucune église qui me soutient. Mon soutien, c'est Dieu. C'est le moment de faire l'offrande. Non, je plaisante. Détendez-vous. 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 Et voilà, ça fait plus de 25 ans. J'ai pu parcourir 22 nations. Actuellement, on a une école biblique en France par correspondance. Derrière, il y a des trucs. On a une école prophétique. J'organise des camps aussi tous les ans. On a différents ministères qui viennent. Qu'est-ce qu'on fait encore? Enfin, on fait plein de choses, quoi. Là, l'an prochain, je vais à une pastorale à Madagascar. On aura 3 pastorales dans 3 endroits différents. Qu'est-ce qu'il y a encore? Enfin, on travaille pour le Seigneur, quoi. Et surtout avec le Seigneur. Parce que travailler pour le Seigneur, c'est pas trop bien, mais travailler avec le Seigneur, c'est mieux. C'est mieux parce qu'on peut faire l'œuvre de Dieu en oubliant Dieu. Mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais avec lui, tout est possible. Au-delà de ce qu'on pense et au-delà de ce qu'on peut espérer. J'ai vu des gens se lever de chaises roulantes, résurrection de mort, des malades guéris, des démons chassés, des milliers d'âmes venir au Seigneur. Dieu a fait tout cela à travers moi. Ça signifie que moi, qui étais 3 fois en prison, qui n'a aucun examen, si Dieu peut m'utiliser comme ça, tu n'as plus aucune excuse. Alors lève-toi et bouge. Amen. Ça va? C'est bien de dire Amen. C'est bien. Mais vous allez bouger quand? That is a question.